Et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Salt and Moon, la cité de l'argent et du sel. Donc, je vais essayer de faire une brève critique, un aperçu du livre et ce qui vous attend. Ce qu'il faut comprendre, donc Salt and Moon, c'est une ville qui est tout au nord de l'Empire, dans une région qui s'appelle le Norland. C'est important, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, vous avez le Norland, c'est beau, c'est chaud. Vous remarquerez que les cartes sont plutôt pas mal. En général, ils font pas mal du bon boulot, avec un aspect, une approche un peu vieillotte. Donc vous avez comme dans les vieilles cartes, vous avez les baronnies, les familles nobles, avec les différentes zones qu'on peut explorer. Le Norland est à côte avec le Middenland, bon le Wasteland on ne parle pas trop, et l'Ostland. Et jusqu'ici, dans la campagne impériale, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un avant et un après campagne impériale V4 dans, dans la version de Cubicle 7, donc la V4, c'est que simplement le Norland était inféodé jusqu'ici à Middenland. Et surtout à Middenheim, donc au Graphe. Et à la fin de la campagne, il se passe pas mal de choses. Donc attention, je vais spoiler quand même assez sincèrement ce qui se passe dans la campagne. Mais bon, on peut partir du principe qu'il y a du marasme, il y a ce qu'ils appellent le turmoil, donc on pourrait traduire le temps des troubles, où il y a pas mal de comptes électeurs qui meurent et d'autres qui sont remplacés. Et il se trouve que parmi ces gars-là, il y a un arriviste, un mec assez intelligent qui s'appelle Gosser, qui est le Nord Marshal, donc c'est le chef un peu des armées du Nord, qui est très bon pote avec Karl Franz, qui va saisir son opportunité pour dire bah regardez, il y a des gens qui font des soulèvements, il y a des gens qui veulent devenir indépendants, donc accordez plutôt qu'il y ait plus de marasme, plutôt qu'il y ait plus de troubles dans le Middenland, parce que ce qui se passe c'est que les indépendantistes viennent foutre la merde dans le Middenland et à Middenheim. Et surtout, donc à la fin de la campagne, spoiler, il y a une attaque directement, il y a une tentative d'assassinat sur la personne de la princesse Katharina, et donc qui est la fille du Graf, et ça engendre pas mal de bordel. Donc à la fin de la campagne, Gosser arrive à obtenir le statut de grande baronnie, vous voyez ici, donc ils ont un compte électeur, et ça tombe bien parce que le compte électeur c'est lui. Donc tout ça, ça a été balancé dans le dernier bouquin de la campagne impériale. Il y a un long passage sur la question norlandaise dans le compagnon du cinquième, donc Empire and Marines. Et il était tout normal que Cubicle 7 se dise on a besoin tiens, d'illustrer cette zone-là. C'est important, à leurs yeux en tout cas, parce que il faut comprendre, c'est comme vous le savez, il y a beaucoup de bisbilles politiques entre Capital 7 et Games Workshop. Parce que nos potos de Games Workshop, forcément, pour qu'ils mettent leur petit logo, il faut qu'ils approuvent les changements, les modifications qui sont faites au niveau du background. Et là, ils ont de la chance que justement, le Norland, à mon avis, je sais pas, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais pas grand monde s'en fout. C'est-à-dire qu'ils auraient dit, bah tiens, on va faire un grand supplément sur les elfes, c'est plus casse-gueule, sur le chaos, c'est plus casse-gueule. Là, au moins, ils ont un peu leur popote et ils se sont dit, bah tiens, on va plutôt aller dans cette zone-là, un peu comme bah, ils ont fait les principaux scénarios dans Uber Strike pour suivre la V3. Donc là, ils nous proposent une ville qui est peu ou prou la capitale du Norland, que personne ne. Enfin, moi en tout cas, voilà, je veux dire, je suis pas un grand expert, mais à part Aldorf, Nuln et Middenheim, je connais pas trop les villes de l'Empire. Et donc là, ils nous profitent, ils disent bah voilà, on va vous offrir une ville, un cadre différent, que vous ne connaissez pas, avec plein de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, et en plus c'est dans le Nord, ce qui implique pas mal de petites choses. Donc vous voyez, c'est clairement écrit ici, donc on est dans des aventures sombres et périlleuses, dans le nouvel espoir du Norland. Donc on est vraiment sur l'idée de Cubicle 7, c'est un peu une table rase ou au moins faire sa popote sur les suppléments et sur le background. Puisque, enfin, bon, personnellement, ils ont sorti Lustri. J'espère qu'ils vont sortir d'autres régions du monde, mais bon, Salzman Moon, pourquoi pas. Alors j'avoue que quand j'ai vu le bouquin, j'étais un peu circonspect en me disant, bon voilà, super, encore un obscur bouquin sur une ville dont j'en ai pas grand chose à foutre, et où mes joueurs foutront jamais les pieds. Mais bon, vu que je suis un peu débile et que j'achète tous les bouquins, bah, je me suis dit, allez hop, on va y aller. Déjà, le premier constat que je trouve assez génial, c'est que bah, la couverture est belle. Et après Winds of Magic, où il y avait des couvertures qui n'étaient pas top top, là c'est vraiment très chouette. Et donc sans aucune mesure, on commence. Donc vous avez une carte qui est assez simple, mais vraiment synthétique et chouette. C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'elle est symboliste, mais simple d'utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez filer ça à un joueur, c'est pas trop dense, c'est pas trop joufflu, vous voyez exactement où sont les éléments. Donc il y a le château, il y a le grand croisement d'eau qui est en fait une espèce de lac sur lequel s'est versée toute la ville, on y reviendra un peu plus tard, le château Salzenmund, et vous avez les différents quartiers qui vont, bah, un peu à la manière d'Aldorf, constituer les différents chapitres du bouquin. Sachant que vous avez donc le grand observatoire qui est ici, qui est sur la couverture,
et le temple d'Ulric, puisque bon, il y a pas mal de religions, on y reviendra. Donc là, vous avez une petite illustration, ça fait toujours plaisir en plein écran. Ensuite, donc au niveau des crédits, c'est pas très différent. On va se retrouver sur, en gros, vous avez une introduction, ensuite vous avez quartier par quartier, puis on va arriver sur les secrets et les choses un peu hors du bouquin, hors de la ville, va-t-on dire. Ça, j'aime beaucoup, c'est ce qu'ils avaient fait dans le bouquin de base, avec des grandes illustrations de double page et des petits textes d'introduction et d'ambiance pour vous montrer un petit peu la ville. Donc vous pouvez voir, sur votre droite, vous avez le grand temple de Manan, devant vous, il y a le grand château, le château de Salzenmund, et sur la page de gauche, ici, vous avez le temple d'Ulric. On continue un petit peu. Donc on arrive voilà, sur une introduction assez brève et simple de Salzenmund, où en gros on vous explique voilà quoi vous attendre, où elle est située, son histoire, ses gens, leurs attitudes, et il y a un truc que j'aime bien qu'ils ont piqué à la V2 il me semble, dans la campagne la campagne où on va à Nuln, là je sais plus quoi, il y a 3 chapitres, où ils disent voilà ce que vous pouvez supposer au niveau des sensations et de j'en trouve plus la page, mais en gros, c'est un peu plus tard. Et on vous dit, bah voilà, ça sent le poisson, c'est les gens qui parlent comme ça, voici les odeurs que vous pouvez avoir, et tout y quanti. Donc l'histoire, brièvement pour revenir, Salzenmoon, c'est une ville qui est passée de main en main. En gros, à l'époque de Sigmar n'avait rien à foutre, il a dit, ok, gardez votre caillou. Donc il y avait des chefs de tribu qui possédaient un peu tout ça. Et très vite, il y a les Jutonesques qui étaient l'ethnie qui vivait là, donc un peu comme les autres ethnies de l'Empire, qui s'est installée sur surtout une chose, c'est sur l'argent. C'est-à-dire que c'est une région où il y a énormément d'argent, j'en sens dans le minerai, et il y a une sorte d'histoire qui dit qu'il y avait une sorte de gros monstre, une sorte de dragon qui serait sorti d'une des mines et qui aurait plongé dans le lac. Et donc le lac est la base de tout Salzenmund. Faut savoir aussi, c'est que Salzenmund n'est pas très loin de la Lorelorn, donc la forêt des elfes, ce qui peut poser un petit peu de problème. Donc bon, je vous passe des meilleurs. Il y a eu du Norska qui a dominé la ville. Il y a eu pas mal de gens plus ou moins variés. Notamment, il y a eu c'est assez rigolo, c'est que vous avez vu qu'il y a un grand bâtiment magique sur la couverture. C'est parce qu'en fait, il y a des sorciers qu'on dirige avant que Magnus le Pieux n'arrive, il y a des sorciers qui sont arrivés, qui ont fait oh bah tiens, je prendrais bien le contrôle de cette ville, c'est cool. Et les habitants se sont aperçus que ils étaient plutôt mieux que les chefs barbares qu'ils avaient jusqu'ici, puisque les gars ils leur offraient l'éducation, ils ont refait les systèmes d'égout. Enfin voilà, c'était plutôt cool pour des magiciens. Et justement, ça pose beaucoup de questions, c'est que les magiciens actuels, donc impériaux, se disent il y a sûrement des secrets qu'on a ignorés, donc il faut qu'on aille dans cette ville pour les retrouver. Je vous passe sur les invasions démoniaques, il y en a eu un paquet. Et on a une sorte de restauration qui s'instaure où en fait il y a un cheftain Norska du Nord qui arrive et qui dit qui reprend un peu le contrôle de la ville après que Algmar, donc le tyrannique, qui est le seul empereur que j'ai mis le Norland, se fasse botter le cul. Parce qu'en gros, Algmar c'était une époque où le Norland était une province qui avait un compte électeur, mais c'était tellement mal passé, le mec était tellement horrible qu'il s'est fait tuer, je crois que dans l'histoire, il s'est fait empaler par un piquet de tente par un de ses seconds parce qu'il en pouvait plus quoi. Donc arrive un prince Norska qui commence un peu à corriger tout ça. Sauf que évidemment, c'est pas fini, il y a pas mal de brouhaha, donc voilà, je vous passe, il y a pas mal de petites guerres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, c'est une zone où il y a pas mal de nécromanciens. Il y en a notamment un qui est le, comment ça s'appelle? Je sais plus, c'est quoi? C'est le maître des liches, je crois en français. Et en anglais, c'est le Doomsayer, ou je sais plus. Grosso modo, c'est le gros magicien de l'enfer, le gros nécromancien de l'enfer, qu'ils ont réussi à tuer, mais qui revient tout le temps. Bah, forcément, c'est un nécromancien. Donc, il y a une forte présence aussi des prêtres de mort dans la région. On finit avec le Turmoil, dont je vous parlais, qui est un peu la fin de la campagne impériale. On arrive sur une timeline toujours assez sympa, c'est en 2 pages, donc c'est très simple. On voit exactement qui a dirigé la ville à quelle période, toujours assez plaisant. Et on arrive donc voilà sur le petit truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Salzenmoon aujourd'hui avec les gens qui y sont, ce que vous pouvez entendre, vos 5 sens peuvent percevoir à différents moments de la journée, à quoi ressemble la ville selon les saisons. Ça c'est plutôt chouette et pour un MJ c'est toujours sympathique et agréable. Ensuite on arrive sur le versant plus politique de la chose, à savoir que comme je vous ai dit, vous avez les Gosseurs, donc le Théodoric Gosser qui est le Nord Marshal, lui, donc c'est un grand pote de l'Empire, c'est surtout un gros pote de Karl Franz et il a fait, disons très copain quand ils ont repoussé une invasion d'orques. Et pour lui, du coup, il n'y a pas de raison. Ok, je suis un militaire,
je suis le contre-impérial, je vous emmerde, et tout va bien se passer. Sauf que dans la vie, ça se passe pas comme ça. On peut pas juste diriger nous-mêmes une petite ville, sachant que non seulement il dirige le Norland, mais Salzenmoon est une cité franche. Ce qui veut dire qu'elle est partiellement indépendante à la manière de Kemperbad. Donc je passe forcément, il a un petit complexe d'Oedipe avec sa maman qui dirige un peu encore les choses. Et ensuite, il y a les maisons nobles. Donc vous remarquerez, il y a vraiment des chouettes travail d'héraldique là-dessus. Enfin, ils ont vraiment fait un bon boulot. Oui, il y avait une autre famille qui régnait ici, qui était les Nisk, que vous avez sûrement entendu parler dans Le pouvoir derrière le trône, parce que la seconde femme qui meurt au début de la campagne du comte Todbringer était la fille de ce type-là, donc de Werner Nisk. Sauf qu'il s'avérait, spoiler alerte, qu'en fait c'est une adepte de Slanesh. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait dans Salzenmoon, mais ça pourrait potentiellement foutre la merde. Donc le mec est plutôt sympathique, mais il a perdu le pouvoir et il doit un peu faire avec. Il reste une présence assez forte. Et à côté de ça, vous avez le bourgmestre, puisque c'est une ville franche, vous avez le conseil de la ville, avec son lot de religieux, de marchands. Donc là, vous avez une très belle illustration du bourgmestre de la ville. Et sinon, il y a forcément la mine, les gens qui dirigent les mines d'argent, qui sont un peu le nerf de la guerre, en tout cas dans la ville. Au niveau du lot, enfin comment dire, de la juridiction et de l'ordre de la loi, c'est un peu chaotique parce qu'il y a des armées, il y a des militaires qui sont présents, puisque théorique Gosser et le Nord Marshal, mais sinon c'est un peu la foire du trône et ils disent que la justice est plutôt expéditive. On vous parle donc forcément de la guilde des argentiers, et ensuite la marine impériale, parce que vous savez, enfin c'est pas super bien foutu, surtout en français, mais il y a un bouquin qui est sorti à la fin de la seconde édition chez FFG qui s'appelait Shades of Empire, qui décrivait 5 ou 6 organisations dans l'Empire. Et l'une d'elles, c'était la marine. Donc, à moins que vous ayez un joueur marin, je parle de marin, je parle pas des gens sur les rivières, il y a très peu de chances que vous sachiez ces trucs-là. Mais en gros, l'histoire, c'est que, vous le savez, l'Empire, c'est essentiellement un empire avec des rivières. Il n'y a qu'un seul accès à la mer. Techniquement, c'est à travers le Wasteland et donc Marienburg. Marienburg est une cité franche, ce qui veut dire que quand les bateaux partent d'Aldorf et veulent aller à Marienburg, il faut qu'ils payent. Donc c'est un peu la cata. Et ça, c'est la première flotte impériale. Donc la première flotte impériale, c'est surtout une flotte d'appoint. Et dans le bouquin, c'est un peu parodie. On dit, voilà, vous avez une flotte qui sert pas à grand chose. Mais il y en a une seconde. Et la seconde a été créée dans le Norland, parce que le Norland est directement sur la côte. Donc c'est à nouveau un jeu de pouvoir, c'est potentiellement de l'argent, de la sécurité pour les gens de Salzenmood. Et ils ont forcément un rôle à jouer, qui n'est pas exactement, ils sont pas forcément exactement dans pote avec Gosser, donc chacun tire un peu sa bourse, c'est plutôt pas mal si bien sûr tout ce qui est marine vous intéresse. Et j'espère que la marine vous intéresse, que le prochain supplément dont je vais parler c'est Sea of Claws. Donc voilà, on parle des militaires qui sont aussi présents. Petit tout, ce que j'aime bien, c'est on a des personnages qui sont à la fois féminins et masculins dans des positions de pouvoir. Alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler en disant ouais mais c'est pas mon Warhammer, ouais machin. Bon écoute, il y a un moment il faut faire ce qu'on veut, hein, mais c'est beaucoup de bruit je trouve pour rien. Et moi je trouve ça assez cool d'avoir des personnages un peu différents à chaque fois. On arrive sur l'ordre de chevalerie, donc où il y en a pas mal, hein, mais le seul qui est décrit c'est l'ordre des chevaliers de l'étoile du polaire, qui est un petit ordre en fait qui principal en Salzenmoon. Et ensuite, on arrive sur la magie, parce que comme je vous ai dit, il y avait potentiellement une grosse créature magique divinité dans le coin qui a généré de l'argent, et il y a pas mal de rois sorciers, en fait, enfin de sorciers régents qui sont passés dans la région. Donc il est tout à point que nos amis de l'ordre de métal viennent dans le coin et se disent ah mais c'est cool et tout, je vais aller voir ce qui se passe. Donc en général, ils arrivent sous couvert d'enseigner ou au moins de diriger, de diriger un peu le côté magique de la ville, mais en gros, ce qui les intéresse, c'est de trouver les mystères des rois sorciers qui ont été là. La religion, c'est plus complexe. La religion, en gros, théoriquement, c'est une région ulricaine. Mais les Ulricains de Salzenmoon aiment bien être indépendants de l'autorité de la Ulric qui est à Middenheim. À cela s'ajoute le fait que Manan a le plus beau temple de tout le Norland, de tout le Nord carrément, ce qui est un peu bizarre parce que si vous regardez la carte, c'est pas exactement on est à quelques lieues quand même de la mer, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du commerce de la pêche et autres, Manan a une présence extrêmement forte. Et les Sigmarites, forcément, on va avoir du Sigmarite en veux-tu en voilà, qui va essayer de se greffer comme ils peuvent pour représenter la force d'Aldorf en présence. Donc on vous explique brièvement les relations avec les autres villes. Bon, Marienburg, c'est vraiment c'est l'adversaire, c'est les antagonistes, c'est les concurrents directs. Aldorf, ils sont loin, mais ils essaient de faire avec, et puis ils représentent comme l'autorité impériale. Surtout que depuis qu'il y a un compte électeur, il y a des comptes à rendre. Et Middenheim, où c'est une très mauvaise relation qu'ils essaient de stabiliser, parce qu'ils ont été inféodés pendant très très longtemps, Middenheim.
Voilà, donc on parle brièvement des séparatistes, voilà, c'est un peu du passé. Pour les non-humains, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis un peu déçu d'ailleurs parce qu'au final, au niveau des elfes, on vous dit bon bah il y a des Éonir pas très loin, il y a quand même la Lorelorn, et bah voilà, vous avez juste une ambassadrice qui est là. Et puis après, bah voilà, c'est pas GGN. Enfin, moi je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus et je m'expliquerai pourquoi ça me pose un peu ça m'agace en fait quelque part un peu plus tard. Donc ensuite, comme pour Middenheim, comme pour Aldorf, vous avez un visitor guide, une sorte de carto-trip où on vous explique, bah voilà, comme d'hab, qu'est-ce que vous pouvez voir de la ville d'un premier coup d'œil, sa géographie. Donc comme j'ai dit, ces différentes petites, petites îlots de terre qui sont séparés par les embranchements des rivières qui se croisent. Il y a, il y a différents éléments, je vais passer très vite, hein, c'est pas la peine, mais en gros vous avez le quartier du château, donc le Zinetor, qui est extrêmement riche. Vous avez une description assez imposante du château lui-même, avec les différentes tours, ce qui peut citronner, qui y réside bien évidemment. Le Molten Place, ça va être plutôt bah, c'est le marché assez riche, avec des descriptions des maisons nobles. Donc à chaque fois, comme d'hab, vous avez des petits crochets qui vous donnent des astuces et des petites histoires que vous pouvez faire à partir du document ou du bâtiment qui est décrit. Notamment la Résidence Plus qui me fait toujours marrer. En gros, c'est une femme noble qui s'est fait offrir un collier par son mari. Quelques jours plus tard, elle s'est transformée en mutante araignée. Elle a bouffé son mari, elle a pond des œufs, elle a créé des gamins. Et l'une des quêtes, c'est en gros, bah, il y a un des gamins qui est moitié araignée, mais il n'a pas envie de passer son temps avec des mutants qui bouffent des gens. Donc il veut inviter les gens, il veut inviter les PJ dans son manoir pour discuter, mais juste pas pour les bouffer en fait. Mais ça crée toutes sortes de trucs rocambolesques débiles. Bon bref. Verena a une petite présence, mais c'est pas très important. L'université, on vous explique que c'est une université de Pourax. Il y a pas mal de petites choses un peu différentes. Voilà, ce qui m'a bien fait marrer, c'est le temple de Chalia, parce qu'en fait, ils ont fait une description de de la chef de Chalia, en fait, la grande prêtresse, qui est très différente de ce qu'on pourrait s'attendre, où généralement, c'est un peu les grandes Mère Teresa de l'Empire, et là, c'est une grosse manipulatrice qui est d'origine noble, qui a créé un réseau d'espions pour collaborer avec les autres cultes. Parce qu'en fait, si on va, il y a ce qu'on appelle le docteur Festus, qui est un adepte du chaos de Nurgle, qui a roulé dans la farine les, 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 les Chaliennes, et du coup, elle s'en mord un peu les doigts. Et voilà, ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment des descriptions de PNJ qui sont intéressantes et qui sont exploitables. Contrairement à par exemple le bouquin sur Aldorf, où je trouve qu'il y a trop de blagues, où c'est un peu. Je me rappelle que dans Aldorf, il y a un personnage qui est. En fait, c'est Heinrich le Sale. En fait, c'est Dirty Harry et c'est l'inspecteur Harry, quoi. Et en fait, il a la gueule de Clint Eastwood. Bon, voilà, c'est gentil, mais qu'est-ce que je vais en foutre, quoi. Donc voilà, on passe. Il y a pas mal de petites choses un peu bizarres et très orientées et pincées sur le nord. Je rappelle que le Northscape est pas loin. Il y a notamment, vous pouvez acheter des masques. Il y a des gens qui fabriquent des masques enchantés, un peu bizarres, qui vous donnent des aspects, des pouvoirs différents. L'Ulrich Show, comme son nom l'indique, bah, c'est le quartier du temple d'Ulrich. Là encore, donc comme j'ai expliqué, hein, j'aime beaucoup l'illustrateur. C'est un nouvel illustrateur qu'ils ont eu dans ce bouquin-là. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve il a vraiment une touche assez hallucinante. Il fait peu ou prou tous les PNJ là-dedans, vous allez voir, ça tue un peu la gueule. Donc là, on vous explique que le grand prêtre d'Ulrich est un peu, enfin, il est dans l'orthodoxie enfin, de la prêtrise, mais il veut vraiment garder une relation un peu différente du contenu, enfin, de l'art Ulrich. Le Grand Armory, donc c'est vraiment le grand objet magique, enfin la grande tour en fait qui concentre un peu les vents d'Azir. Alors c'est marrant parce que c'est plutôt des magiciens de métal qui viennent et qui vous donnent en fait des gros bonus magiques. Je suis pas sûr, mais il est décrit dans les lieux un peu magiques de Winds of Magic, la nouvelle édition. La guilde des gens qui bossent dans l'argentier, voilà, il y a pas mal de trucs, hein. Il y a des trucs assez rigolos, donc il y a des cultes, enfin des espèces de micro-cultes qui vénèrent des dieux obscurs dont on parlera plus tard, qui sont apportés du Norska, donc le corbeau, Sus, une sorte de dieu de la colère. Vous avez des portraits un peu différents, voilà, des agitateurs un peu en veux-tu en voilà. Glinstenberg, c'est peut-être le quartier qui m'intéresse le plus en fait. C'est un quartier où il n'y a que les prêtres de mort et des canaux et des catacombes. Et donc dans les catacombes, les prêtres de mort ont zigouillé tous les morts vivants et s'assurent qu'ils restent morts. Jeu de mots, waf waf, pour pas qu'ils reviennent. Parce que la grande peur, c'est il y a le Doomlord qui est pas très loin dans sa forêt, donc le grand nécromancien, et il peut revenir d'un instant à l'autre pour foutre la merde. Et il y a une nuit qui est la nuit des morts sans repos, où effectivement bah, les morts sont revenus. Donc les temples de mort ont un aspect extrêmement militaire dans cette ville à Salzenmood. Et ce qui est rigolo, forcément, c'est qu'ils sont pas tout seuls dans leur petit tunnel, il y a tous les contrebandiers qui sont dans le coin.
Donc il y a les contrebandiers qui essayent, eux, justement, d'utiliser les tunnels des Maurites pour amener la contrebande et faire du business. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est-à-dire que dans chaque euh, quartier qui vous est décrit, il y a ces sortes de tensions qui peuvent exister entre une ou deux factions. Donc vous avez d'un côté le château et les nobles. Donc là, vous avez les Mauriens et les contrebandiers. Dans l'autre, vous allez avoir les Ulricains et les adorateurs des dieux norska un peu chelous. Donc ça, c'est vraiment très très bien foutu et tout de suite, ça snap en fait. Vous vous dites, ok, je vois ce que je peux faire, ça me donne des idées, c'est plutôt pas dégueulasse. Valgver, donc c'est là où il y a le temple de Manon et de Stigmar. Donc là, tout de suite, vous voyez un petit peu le délire. Donc le plus grand temple de Manon qui existe dans le nord de l'Empire. Voilà, donc l'illustration, je dis, c'est toujours aussi bien, il n'y a pas y a pas à pipoter. Et à côté on a des Sigmarites qui se pointent. Les Sigmarites étant un peu l'inverse justement du Sigmarite borné qu'on peut voir dans toutes les campagnes, où là c'est plutôt un mec à la cool qui a été parachuté en fait par Aldorf pour apaiser les tensions et qui est prêt en fait à accepter que les gens adoptent, vénèrent Sigmar de la façon qui les arrange. Donc c'est vraiment plutôt pas mal foutu et un peu différent de ce que j'aurais pu m'attendre concrètement. Voilà, donc il y a des arènes, il y a pas mal de petites choses. Il y a vraiment, il y a à boire et à manger. On finit par Surfer, qui est vraiment un quartier défoncé en fait, qui était détruit par des invasions de peau verte, où il ne reste que des badauds et des tarés, quoi, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est la description qui prend à peu près la moitié du bouquin. Après, on a une description juste de ce qu'il y a hors de la ville. Un peu comme dans Bogenhafen, le bouquin, on vous dit un peu ce qu'il peut y avoir si vous tentez de vous balader à 20, 30, 50 km autour de la ville. Bon, je vous décris pas tout, mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'ils appellent les rois hurleurs. C'est des grandes statues qui sont situées à l'extérieur de la ville et qui, quand le vent passe dans leur bouche, font des sons un peu bizarres. Et les elfes sont persuadés que ces sons un peu bizarres sont en fait une canalisation naturelle des vents de magie à travers ces statues-là. Et il n'y a rien d'autre, en fait, c'est juste un petit paragraphe, ouais, c'est là. Mais ça apporte vraiment d'ambiance et des trucs un peu uniques et assez chouettes. Donc les collines d'argent, c'est là où vous avez tout le minage. Et après, on a une description un peu plus en profondeur des environs, avec les bourgs qui existent autour de Salzenmund, et des petites choses à droite à gauche, sympatoches. Après, on arrive sur les secrets. Donc comme d'hab, nouveau spoiler, si vous voulez pas en entendre parler. Il y a pas mal de choses qui sont révélées, notamment l'espèce de créature dont je parlais, donc Gnistre, qui est une sorte de dieu. En fait, c'est pas un dieu, c'est un élémental du métal, mais ça vous l'aviez probablement deviné. Et les magiciens veulent absolument le choper parce que ça ferait un super allié pour leurs intrigues et leurs ambitions. Lokfilk, c'est en fait c'est les anciens dirigeants de Salzenmund qui vivent, entre parenthèses, qui sont en fait sous le château et qui donnent des conseils à tous les nouveaux dirigeants de Salzenmund. Donc forcément, Gosser, ça lui fait un peu bizarre quand il, quand il arrive et qu'il voit tout ça, et on vous dit quels différents types de données quels conseils ils vont donner aux dirigeants. Alors c'est super rigolo, mais concrètement, je sais pas trop comment vous pouvez utiliser ça dans la campagne. Enfin voilà, c'est un truc assez chouette. C'est un peu comme les secrets, quoi. Donc vous avez les réseaux de contrebandiers, je vais passer assez brièvement. Le bon docteur Festus, c'est la date de Nurgle dont je parlais, qui a un peu roulé les chaliers dans la farine. Vous avez des âmes de Stromfeld, vous avez des âmes de corne, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et là, on vous explique en fait que les petits cultes que vous avez vus, le culte du corbeau, le culte de machin, c'est en fait c'est des aspects mineurs de Tsench et de corne. Bon, après, vous pouvez l'utiliser à votre bon cœur, monsieur, dame. Ensuite, on arrive sur la baronnie du Norland. Donc, c'est plus une description générale de tout ce que vous pouvez trouver dans le Norland. On va se retrouver, donc, c'est là où par exemple, la navire impériale revient en jeu parce qu'on va vous dire, bah voilà, ça c'est l'endroit où la navire impériale se pose. Il y a pas mal de choses sur les descriptions de rivières, descriptions des hauteurs, des forêts. Alors là, Lorelorn, j'aime beaucoup, on vous l'a décrite, c'est dans l'archive numéro 1, démerdez-vous. Bon, ok, d'accord. La forêt des ombres, il n'y a pas grand-chose, on vous dit juste qu'il y a le Doomlord qui est là. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça permet un peu de rajouter la couleur si jamais vous venez à faire une petite campagne là-dedans. Et on arrive à Dieter Eichnich, le Doomlord de Middenheim, qui est le nécromancien, le gros nécromancien badass de l'enfer que vous connaissez plus de la V1. Voilà, c'est pas très intéressant. Je veux dire, est-ce que vous voulez vraiment que vos joueurs se le coltiment en tant qu'adversaire, sachant qu'il a des stats de Porky? Je suis pas sûr. Après, bon, ça peut toujours être rigolo à jouer comme rumeur, que sais-je. On a un gazettier, grand classique, si vous voulez vraiment savoir le prix du pain, ou les milices, ou qui y a à droite à gauche, pourquoi pas, hein. Je tiens à dire que le bouquin, il y a pas mal de typos, pas mal d'erreurs, fautes de frappe, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça fait un peu chier, c'est un peu le côté Cubicle 7, où faut voir, c'est des bouquins qui sortent 1 ou 2 ans en avance en PDF, donc nous, les joueurs, les gens qui ont acheté,
on a tendance à faire des errata et à envoyer tout, et des fois je me demande, parce que pour que moi, qui suis pas un native speaker de langue anglaise, soit capable de voir certaines des fautes. Par exemple, le compte électeur il s'appelle Théodric, et des fois c'est théorique. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que des fois ils se relisent pas trop. Les spites, c'est pas terrible, c'est un chapitre un peu pour axe, c'est pour avoir des espèces de farfadets. Voilà, dans la forêt, près de la Laurelorn, donc voilà, vous avez des farfadets si vous voulez, c'est plutôt cool. Je sais pas trop quoi en faire, honnêtement. Moi, je vois le truc, ça me passe au-dessus de la tête. Chapitre un peu what the fuck est, mais pourquoi pas, c'est sur le minage. Donc c'est comment marche une mine, comment les mineurs marchent, enfin comment voilà toute l'économie fonctionne, et si jamais, donc avec un descriptif de mine complet, ce qui est pas mal, avec son contremaître qui est un ancien adepte magique du métal, mais enfin qui a échoué et qui maintenant est un horrible corrompu, enfin un horrible mineur corrompu véreux. Et sinon, on vous explique comment vous aussi vous pouvez miner et faire de l'argent si vous le souhaitez. Alors très sincèrement, je vois pas beaucoup de campagnes où, à moins de faire des endeavors, enfin des passages à part, vos joueurs vont aller dire tiens, on va gérer une mine. Bon, pourquoi pas, mais je veux dire, il y a tout, hein. Il y a l'équipement qu'il vous faut, il y a ce qui peut arriver, et bien sûr une belle bonne table d'événements au cas où, si tout pète, ou vous faites attaquer, que sais-je. Da Shiny Moon Tribe, donc c'est encore une tribu supplémentaire de nos amis gobelins. Pourquoi pas, hein, je veux dire, ça vous en fait toujours plus. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup redite quand même sur la tribu de gobelins qui est présentée dans l'Empire en ruine. Après, encore une fois, hein, c'est du contenu, pourquoi pas. Mais je trouve que ces pages, encore une fois, auraient pu être mieux utilisées. Et on finit avec le smuggling, donc la contrebande, où on vous explique bah, voilà, comment faire de l'argent avec la contrebande. Ce qui est pas mal parce que c'est quand même une classe qui peut revenir assez facilement dans le bouquin de base et vous pouvez potentiellement avoir des petites histoires comme ça dans le bouquin à arriver. Et voilà, plus de détails là-dessus. Et on finit par un truc que j'aime bien, mais bah, il faudrait que ce soit dans un PDF. C'est une version du contrebandier, mais pour la Terre. Donc ils appellent ça la chouette, quoi, the hauler, parce que vous vous déplacez de nuit, normalement. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir jouer des contrebandiers, mais qui n'ont pas envie forcément de jouer des gens sur des gabarres. J'aimerais bien, c'est dans les tuyaux il paraît, depuis maintenant 2 ans, un PDF préparé par Cubicle 7 avec toutes les carrières qui ont été modifiées, changées ou ajoutées dans les suppléments. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, et on finit avec un index, ou comment créer la parfaite page inutile, comment créer un personnage qui vient du Norland. Je veux dire, là, on est vraiment sur l'overkill de la spécialisation. Et c'est tout. Donc voilà, concrètement, mon avis sur Salzen Moon, c'est plutôt pas mal. C'est mieux. Franchement, au début, j'y allais un peu à reculons. J'ai beaucoup aimé la description de la ville. Enfin, en tout cas, les mécaniques de la ville, comment les tensions sont gérées. Les PNJ sont plus intéressants que la moyenne, ou j'avoue, je vais pas vous mentir. Dans le truc d'Aldorf, ça me tombe un peu dans les bras. Après, il est plus court, hein, il fait 150 pages, hein. Je trouve que sur la fin, ils auraient pu retirer toutes les pages. Les trucs sur les gobelins, le minerai, je peux comprendre que ce soit important dans l'idée de la ville, mais ça valait pas quand même une dizaine de pages. J'aurais aimé des petits passages sur les elfes. J'aurais aimé des passages, je sais pas moi, sur d'autres petites choses qui peuvent. Je sais pas, un scénario par exemple, ça fait toujours plaisir parce qu'au niveau scénario, Capital 7, il n'y a rien à part dans les Uber Strike Adventure et la campagne, ce qui est un peu naze. Mais vraiment, je trouve ça très très naze. Alors on va me dire, bah ouais, mais il y a des crochets d'aventure et tout. Ok, mais c'est pas pareil quoi. Moi j'aimerais bien juste. On sait qu'ils savent bien écrire et je suis sûr que même les nouveaux, passer l'ombre des Graham Davis et de tous les anciens briscards, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent écrire et qui ne demandent qu'à être embauchés, et c'est ce que j'aimerais vous avoir. On voit que les petits PDF qui sortent de temps en temps sont pas mal, alors pourquoi pas ajouter ça là? Et là, je pense qu'ils m'ont pas entendu parce que les bouquins qui sont sortis au fur et à mesure après, il n'y a pas beaucoup de scénar non plus, hein, dans l'industrie. Donc voilà, moi franchement, si vous voulez changer un peu d'air, si vous voulez dans le nord, si vous voulez avoir une description d'une ville qui est plus petite aussi, faut pas oublier, c'est que c'est pas très grand, bah n'hésitez pas, hein, jetez un coup d'œil, et puis le bouquin est toujours de plutôt bonne qualité au niveau de la maquette, au niveau des dessins, au niveau de l'écriture. Moi, ça va, je suis plutôt content de mon achat. Et sur ce, bye bye.